Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être venus physiquement ou virtuellement. Merci à l'Armatan de nous recevoir dans ces salons et merci à toute l'équipe technique dont Monsieur Atta ici présent pour cette organisation. C'est lui qui a préparé les jolis cartons que vous avez probablement reçus par mail et que j'ai fait suivre. L'annonce du plan de la soirée est le suivant. Une petite mise en train du groupe. Vous verrez ça tout à l'heure. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir pris le bon, le bon fichier. Ce serait une soirée impliquée. Impliquée, c'est-à-dire que je vous proposerai, comme on peut le faire à certains étudiants ou certains élèves, des petites participations à un moment ou à l'autre, de façon à nous appliquer à nous-mêmes certains des éléments d'une pédagogie que je vous présenterai, qui est présentée dans le livre que j'ai développé, qui s'appelait au début la P2I, la pédagogie intégrative et implicative, et qui chaque année se complète d'un nouveau I. Donc pour l'instant, c'est la P4I. On a rajouté intentionnée et intuitive. Voilà, donc si vous avez d'autres idées de I, on pourra en discuter à la fin parce que le nombre N n'est pas limité. Ensuite, je ferai quelques présentations, notamment des collections de l'Harmattan, mon co-intervenant qui me fait l'honneur d'être avec moi ce soir et que je remercie. Ensuite, je vous demanderai quelques mots-clés sur tout ce qu'on aura pu faire, sur des sujets ou des questions qui vous intéressent. Mais avant que tu présenteras le livre, pardon, excuse-moi, c'est quand même la partie la plus intéressante de la soirée. On aura un petit échange à partir des questions, des idées que vous avez. Si vous avez ni questions ni idées, nous, on en a plein. C'est le fameux plan B du prof. Il faut toujours un plan B, évidemment. Euh, et puis, on aura un échange libre pour finir entre nous. Aux amis qui sont en ligne, étant déjà en surcharge cognitive, je ne vais pas pouvoir forcément vous demander vos mots-clés, vos idées, etc. Vous m'en excuserez. Et on terminera par un verre de l'amitié pour les présents. S'il y en a qui ont besoin de se réchauffer, on peut ouvrir tout de suite quelques bouteilles. Il y a même un jus de fruits. Et j'aime bien, c'est ma phrase favorite dans ma vie, c'est le buffet est ouvert. J'ai pas assez souvent l'occasion de la dire. De temps en temps, à la fin d'une soutenance, tout à l'heure, j'ai entendu il y a un verre de champagne pour les présents. Bah, pour moi, c'est ça pour une prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir si vous le souhaitez. Alors, pour se mettre un petit peu en train, on va utiliser des techniques qu'on a présentées avec José Der, ici présent, dans un ouvrage de 2017, édité chez les collègues de Chronique Sociale à Lyon, intitulé Réinvestir l'humain, individu, collectif, société, un très gros programme. Et ça va, ça s'appelle la météo intérieure du groupe. Alors, la météo intérieure, c'est pour prendre un peu la température de la salle. On va vous proposer deux signes. Donc, la question qui sera posée est comment vous sentez-vous maintenant, là, tout de suite. Donc, ça oblige à connecter un peu son intelligence émotionnelle pour savoir comment je me sens. Alors, si je me sens pas très bien, un peu patraque, tout ça, on peut montrer un nuage, comme ça. Et puis, si vous êtes bien, vous êtes content d'être arrivé sain et sauf, vous avez entendu qu'il y aura un verre de vin après, quelque chose, vous pouvez montrer un soleil. D'accord. Alors là, je m'adresse également aux distants qui le souhaiteraient. Alors, mettons intérieur. Comment vous sentez-vous? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, j'espère qu'à distance, vous avez entendu les consignes parce que personne n'a bougé. Je ne suis pas sûr. Vous entendez toujours à distance ou pas? Oui, d'accord. Mais on n'est pas obligé de jouer. Alors, ici, oh là, grand soleil, hein, vu du poste d'observation du pic du Midi, double soleil même tout au fond.
On aurait dû apporter nos lunettes noires. C'est de très bon augure. On peut continuer sur les blagues et on va voir comment tout ça va se passer. C'était un petit exercice. Alors, deuxième exercice auquel je tiens beaucoup, un peu plus compliqué cette fois, il va falloir allier la parole. Ça consiste à établir ce que j'appelle des règles de vie du groupe. Donc, mettez-vous 5 secondes dans la peau d'un prof, pas plus parce qu'après vous pétez les plombs. Quand vous devez animer un groupe comme ça, ce qui est bien, c'est une proposition qui est dans notre livre d'établir des règles de comportement sous forme de verbes. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous pour que ça se passe bien dans un groupe? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'énoncer de façon positive? Est-ce que quelqu'un souhaite faire des propositions? Oui, Edouard? Interagir. Interagir, je les note. Écoutez. Écouter. Avoir une attitude bienveillante. Avoir une attitude bienveillante. Être. Être. Hein, tu mets la barre très très haut là, d'un seul coup. Hein. Participer. Participer, il y avait une dame? Oui, oui. Ah, pardon, je crois que vous aviez levé la main. Non, que vous enleviez votre manteau. D'autres propositions? Jouer. Jouer. Ah, très bien, la ludification. Oh, on a déjà 6 propositions, c'est pas mal. Moi, j'aime bien rajouter un petit truc, c'est l'anonymisation des échanges. Ça, c'est pour permettre justement que chacun puisse se sentir bien, ne pas se dire ah, si je dis quelque chose ou si je fais quelque chose, ça peut être rapporté, déformé, amplifié, etc. Bon, alors quand on a réuni comme ça quelques propositions, on demande si quelqu'un a besoin d'explications ou est-ce que c'est clair? Chacun a une représentation mentale certainement très différente de celle de son voisin, mais comprend quelque chose de ce qui a été proposé. Ouais. Eh ben, il n'y a plus qu'à passer au vote. Hein, donc, ah oui, mais on rigole pas ici. Hein. Mais on va d'abord demander est-ce que quelqu'un ne souhaite pas prendre part au vote? Ah, et quand même, La preuve de 49. Il a été trop utilisé encore celui-là. Non? Alors, donc, est-ce que quelqu'un. Vous allez voir, c'est très subtil, hein, parce que d'abord, on peut ne pas prendre part au vote. Ensuite, on peut décider de ne pas voter. Non. Est-ce que quelqu'un vote contre? Contre quoi? Ah, j'ai peut-être sauté contre se dire que nos règles de vie pour aujourd'hui, c'est. J'ai tellement mal écrit que j'arrive même pas à me relire. Participer, écouter, jouer, avoir une attitude, j'ai dû oublier, bienveillante. Il me manquait bienveillante. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette liste? Alors, adopter à l'unanimité. On peut se féliciter quand même. On croirait dans une république bananière, hein, 100% de votants est d'accord. Waouh, on commence bien. Bon, voilà, 2 petits exemples participatifs, coup sur coup, pour break the ice, hein, casser la glace, commencer à faire groupe, etc. Idéalement, on aurait souhaité qu'on soit en U, mais merci, vous êtes tellement nombreux qu'on n'aurait pas pu tenir cette configuration de salle. Donc, on est encore un petit peu en académique frontale pour l'instant. Alors, des exemples comme ça et d'autres sont mentionnés dans le livre pour lequel vous avez bien voulu nous faire la gentillesse d'être parmi nous ce soir. Et puis, alors je vous annonce, c'est juste le premier d'une trilogie, celui-là. Hein, il y en aura 2 à venir. Un autre qui détaillera vraiment la P4I. Peut-être que d'ici là, ce sera la P5I, la P6I. Ça dépendra un peu de vos propositions de ce soir aussi. Et entre les deux, je suis en train de terminer un livre sur la thématique du spirituel qui est annoncé en dernière partie de l'ouvrage de ce soir, qui va être abordé par ce que j'ai pompeusement intitulé les sciences contemporaines à base de quantique, hein, donc physique quantique, psychologie quantique, et ce que j'appellerai la transtechnologie. Mais ça, ce sera quand je vous donnerai rendez-vous dans quelques mois pour présenter ce livre-là. Le titre complet, ce sera Transdisciplinarité, transpersonnelle, transtechnologie, la quantique des quantiques.
3 sciences contemporaines pour comprendre le spirituel, modéliser une structure temple de l'être humain et conduire sa vie. Bon, rien que le titre, c'est un paragraphe complet déjà. On va voir si on arrive à hiérarchiser ça. Non, parce qu'après, à l'Harmattan, ils me disent, mais monsieur Pasquier, vos mots-clés, on ne comprend rien, ça ne rentre pas dans les cases. Et puis, généralement, il faut une autre proposition. Bon, ben, j'accepte. Donc, probablement, j'accepterai. Alors, c'est peut-être le moment de présenter un peu justement comment ça se passe, le rapport à l'édition et à l'éditorialisation pour les auteurs que nous sommes la plupart du temps encouragés à être ou à devenir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ici, chez l'Harmattan, j'ai repris une collection qui s'appelle Interface et transdisciplinarité, avec des S, c'est là où sera édité le prochain livre, qui a été initié par Patrick Paul en 2005. Et cette passation s'est faite grâce à Gaston Pinault, également au Canada, ici présent, qui nous a mis en contact d'une génération sur l'autre. Patrick souhaitait passer la main. Et comme il y a la question de la transdisciplinarité qui est au cœur de mes recherches, ça lui a paru une évidence. Et effectivement, pour tous les trois, c'était une évidence que je prenne un petit peu sa suite. Alors, nous avons déjà pu éditer plusieurs livres. Un qui s'appelle Le Foyer, que je n'ai pas apporté, de Michel Duzert. Un autre ici présent qui s'appelle Transdisciplinarité et éducation du futur. Alors ça, ce sont les actes d'un colloque auquel était présent Boris Cyrulnik à Brasilia il y a quelques années. Donc on est 4 coordinateurs, Florence Dravet, Javier Collado Bueno, Gustavo Castro, donc eux ils sont au Brésil et en Équateur, et moi-même, 4 coordinateurs et une bonne dizaine, je crois, d'auteurs de chapitres. Donc ça, c'est une façon de travailler effectivement dans notre métier. Nous allons avoir apparaître un qui est quasiment sous presse, dont l'auteur est ici, Jean-Luc Lagarette, qui traitera de la conscience, voir la conscience. Donc là aussi, on a pas mal échangé pour établir un titre qui soit signifiant et qui soit bien en rapport, évidemment, avec le contenu. Nous aurons aussi très probablement Alain Michaud avec le principe de mal-honnêteté. Et puis plus tard, ça va être sûr, le contrat a été signé avec l'Harmattan. Et plus tard, nous avons des propositions. Alain de Police avec la naissance de la disciplinarité, Alain Ruffian, avec psychopathologie de l'extrémisme et du djihadisme. Vous voyez, c'est très, très d'actualité, approche transdisciplinaire. Mariana Thirault-Loisel, qui est également parmi nous, La classe libre et d'autres propositions, peut-être. Alors, dans l'ouvrage de ce soir, il y a toute une partie qui est dédiée à cet aspect, hein, comme je viens de le dire. C'est le moment de vous présenter mon coéquipier pour ce soir, Christian Verrier. Donc, Christian Verrier, je te suis très, très reconnaissant d'être là. Je te remercie beaucoup. Pour la petite histoire, ça devait être le professeur Norman Cornett, encore un Canadien, décidément, qui devait être là, qui n'a pas pu un peu à la dernière minute pour diverses raisons, mais qui m'a promis que pour le prochain bouquin dont je vous parlais, il ferait tout son possible pour être là. Donc, merci Christian d'être avec nous. Toi, tu es de Paris 8, à la retraite depuis quelques temps maintenant, mais toujours aussi actif parce que je crois que c'est comme les artistes, on n'arrête quasiment jamais dans notre métier. Je suis en fait, j'ai quitté le métier avec les courses effrénées que tu as dit tout à l'heure, entre nous, c'était Jésus. Ça fait 14 ans. Ça fait déjà 14 ans. Mais vu qu'on travaille tout le temps ensemble. Bientôt en 24, je ne sais plus, ouais, 16 ans. Donc je suis hors course. Alors, tu es hors course, mais je continue un entraînement, je suis pas très sérieux individuellement. Voilà. Oui. Et voilà, donc je viens de Paris 8, en fait, je suis un pur produit parisiste, en fait, quelque part. Et je ne connais rien d'autre que Paris 8 du point de vue universitaire, si ce n'est pour des déplacements, colloques ou choses comme ça. Je n'aimais pas trop d'ailleurs, enfin, c'est anecdotique. Donc voilà, puis j'essaie toujours d'écrire un petit peu de temps en temps sur, par exemple, le journal de maître de conférence. Voilà. Alors, tout à fait, j'y arrivais. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Christian d'être avec nous.
C'est un peu le préquel de mon livre de ce soir. Vous êtes un professionnel S'il vous plaît, ceux qui sont à distance, si vous voulez bien couper vos micros, merci beaucoup. Un petit peu le préquel du mien, puisque le journal de Christian, c'est journal d'un maître de conférence débutant, alors que le mien, c'est quand même apport un auto-regard sur son métier au mi-temps de la carrière et de la vie. Bon, c'est pas avec le transhumanisme, hein, mais partons là-dessus, on verra à l'arrivée. Donc, une autre raison très très logique. Je continue à te présenter, puis après tu pourras compléter si tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire avec Christian? On s'est rencontrés vers 2012, 13, Ouais, hein, dans ces eaux-là, à la création de l'Université coopérative de Paris, tout à fait. avec d'autres collègues de Paris 8, Pas mal de temps. Jean-Louis Legrand, René Barbier, bien sûr, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, d'autres, beaucoup d'étudiants également. Ensuite, très récemment, on a repris donc le journal des chercheurs de feu notre ami René Barbier. Sous ton impulsion, une équipe s'est créée pour évidemment, comme il ne payait plus ses noms de domaine, eh ben, les contenus n'étaient plus accessibles. On a réussi à récupérer énormément de sources à l'aide de sa famille et de sa compagne, et on a un magnifique site, donc le journal des chercheurs ou journal des chercheurs. Il n'y a pas l'article, attention, sinon on le trouve pas. Et j'ai pris un peu la suite de René parce que tu animais avec lui régulièrement un séminaire de philosophie éducative. C'est pas une appellation contrôlée, hein. D'une séance à l'autre, on peut changer un petit mot, ça c'est tout à fait dans son esprit. Mais ils sont enregistrés, il y en a à peu près 3 par an, et ils sont disponibles sur la chaîne du Journal des chercheurs ainsi que sur la mienne. Voilà, comme ça, on saura qui vous préférez en regardant les logs. Qui est-ce que vous êtes allé voir, de Christian ou de moi? Alors, signaler aussi quand même que tu es auteur d'un film, L'éducation s'en viendra le long des jardins. Ouais, c'est vrai, ça. Magnifique film Ok. dans lequel j'ai non pas le rôle vedette, mais j'interviens en tant que membre du jury. C'est vraiment taillé Ah oui, pour comme un costard. Pour moi, je vous encourage à aller le voir. Le synopsis, sans tout dévoiler, ce sont des candidates qui viennent défendre une pédagogie originale déjà, hein. J'ai dû être influencé inconsciemment, je le pense, à cette occasion. Voilà. Et bien, écoute, je crois que j'ai presque terminé ma présentation et je vais te laisser la parole. Je souhaite que je dise quelques mots sur le livre, alors. Oh, bah, écoute, ce serait bienvenu. Hein, c'est un peu ce qui nous réunit quand même. Alors, tiens, je vais partir du mien. J'avais écrit un journal de maître de conférence au jour le jour, quand je suis devenu maître de conférence, donc dans les années 97, 98, je ne sais plus très bien. Mais c'est un journal tout à fait classique, hein. Il n'a guère d'originalité. J'espère qu'il est peut-être intéressant par endroit, mais en tout cas, c'est le jour suivant le jour précédent et précédent le jour suivant. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans sa structure même. Hmm. C'est pas comme celui de notre ami Florent, hein, qui n'a pas du tout joué cette carte-là. Et je crois que il a sûrement bien fait. Alors, je l'ai lu en détail, son livre, puisque je me suis engagé à en faire compte rendu, un ressenti, hein, on va dire. Alors, j'ai écrit pas mal de choses pour ce faire et je vous propose de les lire, mais rassurez-vous, c'est pas c'est impressionnant du papier comme ça. Mais alors, c'est à partir de maintenant, vous pouvez commencer à noter des mots-clés, oui, oui. hein, des concepts, des questions sur lesquelles on rebondira tout à l'heure. Ouais. Alors, je vais vous donner un peu ma lecture, hein, du livre de Florent. Au fil des pages. Alors, quand j'ai un livre qui est à la fois préfacé et post-facé, Gaston, oui, il est là. Gaston est là. J'ai toujours tendance, dans un livre universitaire tout au moins, un roman, littérature classique, c'est autre chose. Mais pour un livre universitaire, j'ai toujours tendance à aller voir d'abord les préfaces, les postfaces, puis après sauter dans le grand bain, quoi. Alors effectivement, on trouve une préface de Jean-Claude Régnier,
hein, qui revient entre autres d'ailleurs sur la posture réflexive P3I. À l'époque, ce n'est que la P3I. Maintenant, on est passé à la 4. Voilà, on a fait un upgrade. Voilà. Il insiste aussi sur la spiritualité. J'y reviendrai à la fin. Puis l'autre chose, bien évidemment. Et ensuite, ben, je suis passé à la postface de Gaston. Et là, j'avoue que ben, j'ai appris des choses sur toi, hein, quand même. bon? Ah, oui, oui, oui. J'ai appris des choses sur toi. Florent parle de l'étymologie de Florent Pasquier. Exactement. Hein, parle de son étymologie. Et donc, Florent, c'est la mère du printemps. C'est la déesse Flora à Rome. Oui, Gaston parlant d'étymologie, je vais aller voir. Parce que pour lui, c'était quelque chose de très printanier. Et pasquier, ça renvoie à un pâturage, ou aussi à un droit de pâture. Voilà. Et il dit de toi que tu as une personnalité cosmoderne, hyper présente sur la noosphère informatisée. Alors, j'avoue que ça m'a sérieusement impressionné, surtout après quand tu m'as demandé de faire le compte rendu. J'étais très impressionné. Mais il dit aussi que tu as rédigé là une autobiographie projective et générative. Et donc, cosmoderne, hyper présente sur la noosphère informatisée. Bon, ben, ça m'apparaît très vrai, tout ça. Hein, ça m'apparaît très vrai, entre autres. C'est un spécialiste qui le dit. Et il souligne aussi ben, l'originalité de l'ouvrage et qu'il est rare qu'on trouve des ouvrages universitaires de cet acabit-là quant à sa structuration. Alors, j'en dirai aussi quelques mots. Alors, effectivement, on trouve trois parties dans le livre. Tout d'abord, des remerciements nombreux. Hein. Tu as presque 2 pages, recto verso, de remerciements. C'est très fréquent de faire des remerciements dans un livre, mais autant ça signe aussi un compagnonnage très important qui t'a suivi longtemps et que tu continues de suivre et que tu continues de te suivre. Et beaucoup sont présents ce soir, dans Oui, la salle et à distance. alors je ne connais pas tout le monde, Non, hein, loin on de là. fera les présentations après. Mais, donc ce compagnonnage continue. Hein, et tu as un petit avant-propos, hein, comment se raconter, où tu décris un peu la façon dont la scène va se passer, quoi. Hein, dans le théâtre à venir de la lecture va se passer. Ensuite, on a 3 chapitres hein, principaux. Le premier chapitre intitulé Un parcours et des recherches atypiques. Alors donc avec atypique, on est déjà bien dans le décor. Je ne détaille pas les sous-chapitres et les sous-parties des chapitres. Chapitre 2, Naissance et vie de certains de mes écrits scientifiques. Chapitre 3, Perspectives de travaux à venir et pistes de recherche. Le point, explorer des questions nouvelles et vives, entre guillemets, les 2 termes, en éducation et formation. Et ça, c'est rythmé par des encarts de vie. Alors, il y en a 7, des encarts de vie avec une mise en page, vous voyez, comme ceci, et puis une typographie différente, qui viennent rythmer la lecture de ce que tu reprends de ta thèse d'habilitation, où là, on trouve une écriture plus traditionnellement universitaire. On trouve aussi des respirations hein, qui suivent des passages plus classiques, par exemple sur l'UCP, l'Université coopérative de Paris, que tu as cité tout à l'heure. Et quand j'ai lu ce passage, moi d'ailleurs, c'était curieux parce que je me suis dit, il y a 3 pages, hein, je crois, 3 pages sur l'Université coopérative de Paris. Mais c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Et en page 3, je tombe sur les signatures, effectivement, en Pasquier, Christian Verrier. J'avoue que cet article était complètement sorti qui doit dater de 14 à peu près. Oui, un an après la fondation. Mais était totalement sorti de l'esprit, comme quoi ton livre est précieux, même pour quelqu'un qui te connaît bien. Hein. Et donc, tu as aussi, donc, comme je dis, des écritures plus universitaires hein, qui arrivent. Alors, il y a des notes très abondantes. Et là, je me suis posé une question, mais ce n'est pas une critique du tout, ce n'est même pas une question que je t'adresse, ou alors à tout le monde de l'édition en général. Il y a beaucoup, tu es hyper présent dans la noosphère, y compris Internet, numérique. Mais alors, vous savez, quand on fait nos notes de bas de page en citant les URL, ça prend des lignes, parfois des lignes complètes, quoi. Il serait temps que les maisons d'édition trouvent le moyen de rendre ça aussi simple que dans une édition e-book.
Alors, on clique dessus et puis paf, on arrive sur le site. Parce que ça alourdit vraiment la lecture. Mais dans mes bouquins, moi aussi, hein, c'est pas une critique. Alors, je pense que dans 10 ans, 20 ans, on aura peut-être trouvé une solution par des mots-clés, peut-être d'accroche dans les moteurs de recherche. Enfin, mais pour l'instant, les éditeurs ne sont pas fortiches là-dessus, mais ça viendra sûrement. Alors, à la fin aussi, j'ai eu une grande question. 3 pages avant la fin, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive avec des citations en vers et tout. J'ai tourné, bon, j'ai reconnu un peu quand même au bout de la 8e, 9e ligne, je cite Cyrano de Bergerac, très très longuement. Qu'est-ce que ça vient ficher ici? Et tu termines par un poème, hein, par un poème d'une doctorante que tu cites, hein, bien évidemment. Et donc, il y a aussi de la poésie hein, dans ton livre, même si dans une rencontre précédente, tu disais que la poésie, pour toi, C'était pas mon fort. c'était pas ton fort. C'était pas ton fort, mais tu en tiens compte et tu l'inclus. Et ça me rappelle René Barbier qui trouvait, une fois qui essayait souvent de trouver des moyens pour glisser de la poésie, des fragments de poèmes, voire des poèmes entiers, à l'intérieur même de ses écrits scientifiques, de recherche tout au moins. Il n'aurait pas aimé le terme scientifique, donc de recherche. Et qui mettait également, si tu me permets, Ouais, ouais, des créations picturales tout à fait. de lui-même Ouais, la ouais, plupart du temps. ouais. D'ailleurs, Hmm. c'était intéressant parce qu'il avait fait de l'infographie à l'époque, on appelait ça avant les années 2000, hein, il s'était mis à Ouais. l'infographie et c'est quelque chose qui m'avait assez interloqué dans son travail de chercheur, ce mixte d'écriture académique et Hmm. en même temps ponctué ou agrémenté Ouais. de diverses ressources, qu'elles soient poétiques, qu'elles soient iconographiques, et puis plus tard, filmiques ou même théâtrales post-mortem. Alors, ce faisant, il et tu participent à un mouvement qu'on remarque un peu de plus en plus en sciences humaines, du côté ce qu'on appelle les écritures alternatives en sciences humaines. Hein. Vous savez, il y a un salon des écritures alternatives en sciences humaines qui se tient toutes les années ou tous les 2 ans, je ne sais plus très bien, ouais, où là, on essaie de faire le point hein, sur où en sont les écritures alternatives qui semblent se développer de plus en plus dans les sciences humaines, presque non pas toutes disciplines confondues, mais de très nombreuses disciplines confondues quand même. Alors donc tout ça, ça nous donne un livre, le livre de Florent, ben, un livre composite, c'est pas du tout péjoratif, un livre pluriel, c'est toi qui utilises le terme, assez peu académique, ce qui n'est pas du tout un défaut à mes yeux, euh, et il séduit par son aspect justement composite. Hein. Moi maintenant j'ai beaucoup de mal à lire des sciences humaines, des articles de recherche, c'est vraiment dur pour moi. Hein. Euh, Tandis que là, bon, bah, d'une page à l'autre ou de 2, 3 pages à l'autre, on change de style, on change de registre, et ma foi, ben, c'est pas du tout intimidant comme lecture, mais c'est en même temps très profond et ça interroge vraiment, je crois, aussi bien les gens du métier, entre guillemets, que les personnes qui ne connaissent pas grand-chose, hein, pour qui maître de conférence, chercheur, enseignant-chercheur, c'est un peu nébuleux, on ne sait pas très bien à quoi ça renvoie. Alors, je peux continuer un peu? Avec plaisir. Ouais. Alors, Je bois du petit lait, si je peux me permettre. Hein. bon, il n'y en a pas sur le buffet. Alors donc, il y a différents types d'écriture et on te suit depuis tes débuts comme maître de conférence hein, jusqu'à ta soutenance d'habilitation, à diriger la recherche 23 ans après, je crois. Et c'était il y a 2 ans. Oui, 2021. Ouais, c'était il y a 2 ans. Euh, Et tu expliques en fait que l'un des critères de choix pour ce métier, ça a été la liberté totale dont normalement on jouit à l'intérieur de ce métier pour l'exercice de sa pédagogie, pour les contenus que l'on délivre. Et tu reviens sur l'article du Code de l'éducation qui précise bien les choses. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de maîtres de conf ou de profs même qui ne le connaissent pas. Ouais. Alors, je vais vous permettre de le dire parce que c'est intéressant. Moi, je l'avais lu il y a très longtemps, mais j'avoue que là, il fallait que je révise sérieusement. Donc, cet article du Code de l'éducation, il existe un Code de l'éducation. Hein. Vous le trouvez sur Légifrance. Vous faites Code d'éducation, ça sort. Hein, et là, il y a un article qui dit que la liberté pédagogique qui s'applique aux écoles, à la scolarité initiale, s'applique aussi à l'enseignement supérieur, et à plus forte raison peut-être à l'enseignement supérieur, sous la dénomination de liberté académique. Mais elle est même renforcée dans l'enseignement supérieur, et là je cite,
Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent les lois et règlements en vigueur, ainsi que les principes d'objectivité conformes à l'éthique universitaire. Ça, c'est donc un point vraiment intéressant pour ce métier. Euh, donc, tu as opté en partie pour ce choix pour une certaine liberté, mais, tu montres que tout n'est peut-être pas aussi simple dans le monde réel des universités, euh, pour qui adoptent une démarche et des thèmes de recherche encore relativement inhabituels. Il y a de la difficulté, il y a du frottement, le terme que tu emploies, comme tu l'écris, pour ne pas être plus rude, hein, j'imagine. Alors, on découvre à ce propos la façon dont tu es pris pour que soient respectées les règles énoncées par ce code de l'éducation, et aussi les embûches que tu as rencontrées, hein, de tous ordres, les réticences épistémologiques dans la recherche, les freins liés à l'organisation universitaire, à l'institution universitaire. Organisation, institution, ce n'est pas exactement la même chose. Institution universitaire souvent décevante, à un certain imaginaire scientifique auquel tu te heurtes aussi, qui est encore largement dominé par son classicisme, malgré des avancées. Tu les pointes quand même, heureusement. Alors, je me suis dit, tiens, comment décrire pour les personnes ce soir le pédagogue Florent Pasquier, quoi. Alors, dis donc, alors, je ne sais pas si c'est dans le livre, j'ai pas été voir, mais ce matin, j'ai trouvé cette définition que tu donnais de toi-même il y a quelques années, j'imagine, sur le labo de Compiègne, le COSTEC, hein. Alors, j'intègre les alternatives à l'éducation et aux enseignements qui placent l'enfant et l'adulte au cœur des dispositifs. Ceci me conduit à étudier les approches décrites comme holistiques ou intégrales de l'acte éducatif, ce que tu appelles l'éducance, que je croise dans les apports des autres disciplines et théories plus anciennes, comme la philosophie ou le personnalisme, là on revient sur Mounier, et plus modernes, comme les neurosciences ou la question de la conscience. On a vu la conscience passer pour un futur ouvrage. Suite à mon engagement dans l'éducation populaire, je conçois et mets en œuvre les bases d'une pédagogie intégrative, aussi, on l'avait passé tout à l'heure, qui poursuit et actualise les pédagogies coopératives et participatives. Donc voilà, c'est à peu près l'autoportrait que tu ne relis pas aujourd'hui, je pense. Alors ceci valant également pour la pédagogie que tu déploies, bien sûr, mais celle que tu inventes au jour le jour. On a vu comment tu passes une pédagogie 2I, puis 3I, plus 3, 4, 4 bientôt. On a 4. Ouais. Euh, et tu restes en fait baigné, hein, depuis le départ par l'histoire des écoles nouvelles, de la pédagogie active et à tout ce qu'il peut y avoir d'innovateur dans la pédagogie universitaire, y compris d'ailleurs en intégrant l'enseignement à distance. Hein, c'est vrai que tu es un virtuose de la distance, du numérique. Pas autant que toi. Hein. Franchement, c'est plus que moi. C'est pas toujours très brillant quand même. Alors, donc, y compris l'enseignement à distance. Bref, cette université que tu projettes, ou pour le nouveau maître de conférence, la formation pédagogique est encore une parente pauvre. Hein. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formation pour les nouveaux enseignants-chercheurs. Alors depuis 17, avec un arrêté de 18, il y a 32 heures, hein, je crois, 32 heures organisées à la convenance des universités. J'ai été voir le programme de quelques-unes de ces universités, sur le net évidemment. Il y a longtemps que je m'occupe des pieds dans les universités. Mais encore, j'ai envie de dire, mais encore. Voilà. Donc, et ton livre contribue, donc oui, c'est ce que je veux dire en disant ça, ton livre, pour qui voudra bien le lire, des nouveaux enseignants-chercheurs, est vraiment une mine d'informations, à la fois sur la façon de vivre son métier, mais aussi presque de se préserver des embûches d'avenir,
hein, de trouver des tours de main, en fait, pour qui se veut un peu mieux qu'innovateur, novateur. Hein, voilà. Euh, voilà, c'est vraiment un livre qu'on devrait avoir sur soi, en fait. Alors peut-être avec celui qui suivra et celui qui suivra encore, puisqu'il y en a La deux autres à trilogie. venir. Voilà. Alors, on voit aussi dans ton livre, et je ne vais plus être très long, hein, on voit aussi dans ton livre ton activité tous azimuts, moi qui m'impressionne, hein. Alors, national, international, les congrès, les colloques, les participations à de nombreuses revues, ton activité incessante en ligne sur différents sites, tes directions de collection, je ne m'attarde pas, tu y es revenu, les conférences que tu donnes en plusieurs lieux de la planète, et j'en oublie, dont, non des moindres, ton rôle important au CIRET. Hein, le CIRET, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Centre international d'études et recherches transdisciplinaires que tu présides depuis 3 ans, peut-être. Oui, 2019. Ouais, 3 ans, que tu présides donc et dont sont ou ont été membres des personnalités telles que Hubert Reeves, Adonis, un poète, Bassaram Niscrescu, bien sûr, Gaston Pinault, Stéphane Lupasco, Francisco Varela, André Chouraki, Gilbert Durand, René Barbier, Michel Caznac, Peter Brook et Edgar Morin. Bon, il y en a plein d'autres, mais oui, c'est Et impressionnant. trois prix Nobel, Euh, Abdou Slam, Ilya Prigogine et un troisième qui ne me revient pas pour l'instant. je n'ai pas noté tout le monde, mais allez sur le site du CIRET et vous Voilà, verrez, on les il y a les trouvera. membres actuels, les membres disparus. Passé, futur. Voilà. Alors, on voit aussi celles et ceux hein, qui ont pu être des alliés pour toi, pour des durées diverses, des personnes qui te sont chères, les multiples groupes formels et informels aussi auxquels tu as pu participer et tu cites assez tôt dans l'ouvrage, ne serait-ce que dans les remerciements, dont l'UCP, où effectivement ben, on a fait rencontre. Alors, je crois que ta quatrième de couverture se termine sur l'idée de passion. Cette passion indispensable à l'exercice satisfaisant de ce métier d'enseignant-chercheur. Passion pour la recherche novatrice, donc encore plus qu'innovatrice, pour une pédagogie universitaire qui ne peut plus faire autrement. Mais alors, c'est moi qui parle maintenant, c'est Oui, je ne ça. me reconnaissais pas là. Pour une pédagogie universitaire qui ne, mais c'est ce qui m'a inspiré le livre, Ah, qui ne peut plus faire autrement à l'heure d'Internet et de ChatGPT, en attendant mieux que de se réinventer entièrement, de fond en comble, sur le fond autant que sur la forme. Et il me semble que bon, bah, ton livre, il participe de ce vœu, en fait, qui serait un peu le mien, maintenant que je suis loin de tout ça. Et puisqu'on a évoqué le SIRET, donc, où c'est une préoccupation de premier plan, bah, j'ai envie de rappeler l'importance pour toi euh, de cette énorme dimension de nos vies qu'est la spiritualité, hein, sur laquelle revient dans la préface Ranier. Qu'est la spiritualité? Et selon toi, les instances académiques de recherche, ils seraient progressivement un peu plus ouverts que jadis. Hein, tu notes cela en page 57. Mais tant mieux si ça va dans ce sens-là. Alors, il s'agit essentiellement de spiritualité laïque, hein, ces domaines du sacré auxquels nous sommes toutes et tous attachés au gré de notre existence, nos espaces sacrés personnels en quelque sorte, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les religions révélées, avec les religions du livre. Alors d'ailleurs, à ce propos, si on remonte à 2012, ensemble, on a eu des échanges au propos de oh, la spiritualité euh, très tôt dans nos rapports. on a failli se séparer à cause de ça d'ailleurs. Oui, Hein. le couple a Ça aurait failli. été dommage. Et dans des rapports d'amitié. Et sans doute, il pourrait se poursuivre hein, sans aucun problème, mais ce fait toujours dans, je crois, du profond respect mutuel. Voilà, et pour finir, mais tu en as déjà parlé, alors tu vas couper l'air soufflé. Et pour finir, je crois que tu n'en parles pas dans le livre, tu me dis si c'est une erreur. Et en tout cas, c'est pas un reproche là non plus. Je me souviens que nous avons fait même du cinéma ensemble. Alors, carrière très brève hein, de mon côté, il faut bien dire, elle a duré une journée. Mais enfin, ça m'a donné envie de continuer. Puis, sait-on jamais, peut-être on fera un livre là-dessus un jour, Ah, sur un prochain film transdisciplinaire oui, ou interdisciplinaire, on va inventer un autre mot, peut-être. Un film, métadisciplinaire. un film cosmoderne dans la noosphère cinématographique. Ça serait pas mal, ça. Voilà, bon, c'est ce que m'a inspiré ton livre. Et donc, faut aller le lire, parce que ça,
on rebondit de page en page sur des questions multiples pour lesquelles il n'y a pas toujours forcément une réponse d'ailleurs, hein, mais qu'il est vraiment important de se poser sur le fond des choses. Et puis aussi, quand on est un peu imbriqué dans l'université, hein, où ces questions se posent, ce pas vraiment des questions vives, je crois. Et c'est probablement pas prêt de changer. Merci beaucoup. On peut l'applaudir quand même, hein. Donc, comme à peu près 95% de ce que fait un enseignant-chercheur, cette véritable prestation, Christian l'a fait totalement gratuitement. Hein, je vous parlais des nombreux jurys de thèse ou même de mémoire auxquels l'exercice une ou deux fois par an nous convie. C'est également totalement gratuit. Tout ce qui est édition, publication, pour celui qui doit acquérir un livre, bah, c'est payant, mais personnellement, dans cette vénérable institution, je commencerai à toucher des dividendes à partir du 501e exemplaire vendu. Probablement pas tout de suite. Je suis allé voir il y a quelques jours l'État, on doit approcher des 45, c'est déjà pas mal. À vrai dire, je vais déjà acheter la moitié parce que dans le contrat d'édition, il faut que l'auteur en acquiert directement une vingtaine. Je rappelle ça aux auteurs derrière moi là, qui vont bientôt signer leur contrat à l'armateur. Mais, et c'est pour ça que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un métier passion. S'il n'y a pas une passion dans le métier, on n'y rentrera pas. Et puis surtout, on n'y restera pas. Parce que, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un peu, les conditions de la mondialisation des universités au travers de la concurrence internationale font que le métier s'est extrêmement tendu, durci. Je parle à deux reprises de publish or perish, hein, publier ou mourir, tout simplement. La profession, et ça c'est qu'un des aspects de la profession, se trouve dans ce genre de contraintes, effectivement. Ouais, Alors, si je peux juste oui, ajouter quelque chose là-dessus. J'ai quitté l'université à partir du moment où je n'ai plus pu assouvir ma passion. ben voilà. Voilà. À un moment, j'en ai eu assez, j'ai démissionné, je suis parti. Alors, j'avais la possibilité, par une vie antérieure, de pouvoir le faire financièrement, autrement, j'y serais resté naturellement. Mais j'ai pu avoir la chance de me payer ce luxe, de me dire la passion que tu as pour ça, ça ne peut plus s'exercer dans les conditions universitaires telles qu'elles étaient devenues, donc je m'en vais. Voilà, mais c'est un confort extraordinaire que peu d'enseignants-chercheurs peuvent s'offrir. Et quant à la publication, ben oui, la publication, c'est publier ou mourir, ou disparaître, être totalement oublié. C'est vraiment un gros enjeu de la vie de l'enseignant-chercheur. Il ne faut pas oublier, tu dis 45 publications, mais ça va monter. Faut oublier qu'il paraît en France entre 5 et 10 livres par heure. Pas des livres de recherche uniquement, mais donc des livres de recherche. De 5 à 10 livres par heure. C'est un peu la Rien difficulté. qu'ici, à l'Armatan, c'est 7 par jour. J'espère que vous avez apporté une carte bleue ou un gros chéquier, parce que si vous voulez acheter que les 7 productions de la journée, par exemple. Alors, je vois que l'heure tourne. Oui. Déjà 19h53. Donc, je propose qu'on va passer directement à la fin de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire non pas échange entre nous. De toute façon, moi, tu m'as donné envie d'acheter mon livre. Donc, je ne pourrais pas faire mieux. Juste peut-être confirmer que effectivement, ça peut être une sorte de sésame pour les entrants dans la carrière, parce que je leur souhaite, grâce à ça, de ne pas tomber dans toutes les embûches que j'ai moi-même connues. Et puis pour ceux qui ne sont pas à l'université, c'est vrai qu'on apprend, je parle en quatrième, d'un métier méconnu ou caricaturé. Hein, c'est assez facile dans ces temps de division et d'opposition des classes sociales les unes contre les autres, de dire ah mais c'est branleur de prof ou ce genre de choses. Bah là, vous verrez que c'est pas forcément le cas. Du coup, on peut passer à la dernière étape de cette soirée, qui est un échange libre entre nous. Alors, soit sur des choses que vous avez entendues et sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, ou peut-être des témoignages, ou peut-être des questions. Voilà, j'ai envie que ce soit convivial pour encore une bonne vingtaine de minutes, le cas échéant. Et c'est Édouard qui ouvre le bal. Alors, une première réaction, en écoutant votre présentation, le mot qui m'est venu, c'est harlequin. Le costume d'harlequin est fait de pièces détachées comme les couvre-lits patchwork. Michel Serres. Et donc, c'est encourageant, je trouve, pour un lecteur de dire que c'est pas un livre linéaire où on va s'ennuyer,
mais on va sautiller d'une approche à l'autre. Donc c'est un livre composite, Harlequin. Je disais Michel Serres parce que c'est l'image qu'il emploie dans le tir instruit, celle de Harlequin. Et Vêtements au passage, je vous ai lu, monsieur un beau lecteur. Ah bon? Oh mon Dieu. Mais oui, toujours bien dans la salle. Faut que Vous tu le avez, saches, hein. vous avez écrit avec René Barbier La joie d'être grand-père, Exact. que j'ai lu. Et qui est un livre gratuit, celui-là, si je ne me trompe pas. On peut le télécharger. non, non, Tu l'as édité. Ah non, non, il n'est pas. La version papier. Si vous voulez une version pirate, venez me voir. On peut l'acheter quand on veut. Ah, mais je ne me souvenais pas que tu l'avais édité, Si, celui-là. si, on l'avait. Peut-être aussi pour égayer un peu la soirée, vous verrez au mur, juste derrière Edouard, justement, selon mon point de vue, devant pour vous, l'œuvre parentale hein, qui illustre la première de couverture de. Alors, je m'aperçois qu'en fait, on peut la voir comme la plupart des œuvres abstraites, hein, de différentes façons. Voilà, moi j'aimais bien ce côté harlequin, justement, un peu patchwork, hein, qui est assez à l'image du contenu du livre. Est-ce que quelqu'un souhaite partager ou rebondir? Alors, l'auteur de l'œuvre, justement, j'ai l'impression, Monsieur Pasquier-Père. Sur la pointe des pieds, parce que l'approche féministe que vous avez prise est très difficile quand on n'est pas dans ce monde. Et comprends pas tout. Ça m'a un petit peu rassuré. Parce que comme je suis équipé comme un peintre abstrait, j'ai trouvé une certaine abstraction parce que vous avez dit tous les deux. La spiritualité, c'est la liberté. À confirmer dans cette intuition. Si j'étais un peintre très figuratif, comme pour la mantra des enfants, je vais complètement différemment. Mais je trouve que l'abstraction politique, est-ce que, au moins vous employez, je ne comprends pas. Tiens, si ça t'embête pas, parle, parce que à distance, ils n'entendent rien du tout. On va se passer le bâton de parole. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, je pense que c'est ramené à distance. Ma tante confirme. Vous voyez, c'est très familial comme ambiance ce soir. Et je suis assez rassuré qu'il n'y ait pas tant de collègues universitaires que ça. Tu vois. Malgré les noms. Rassuré ou. Enfin, bref, pardon, excusez-moi. Et puis, bien sûr, je suis totalement convaincu par le métier passion. D'ailleurs, j'ai passé ma vie, quand je dis je suis peintre et sculpteur ou plasticien, on me dit, mais ton vrai boulot, ton vrai métier, c'est quoi? Donc, je partage vos appréhensions, on voit le côté très noble de l'enseignement, enfin, vu du côté du profane. Je ne veux pas parler au nom de tous, mais c'est ma réaction. Donc, à la fois, j'ai beaucoup d'admiration et de respect et de tolérance. Et alors, quant aux 5 ou 10 livres par heure, moi, j'en suis à une toile par mois, et encore, des fois, c'est 4 mois. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs. Mais on peut pas pousser les comparaisons au-delà. Je crois qu'il faut rester dans le domaine de la sensibilité, puisque vous, avez- vous êtes considéré comme artiste. Je suis tout à fait d'accord. La poésie de l'enseignement, c'est tellement vrai, puisque le temps ne compte pas pour vous. Je pense que quand vous donnez des cours, que ce soit en distance ou pas, vous n'avez pas l'œil sur la montre. Pas l'œil sur la montre. Voilà,
ma réaction plutôt épidermique, positive, mais, et je répète encore, très respectueuse, parce que d'abord, ça donne envie de mieux connaître ce que vous faites. Je- et nous partageons dans la création pour un peintre ou pour un artiste, le fait de prêcher dans le désert, ça doit vous arriver aussi. Désolée. J'ai un prêt. Merci. On fait tout. J'espère que je vous ai pas Non, mais c'est- ennuyé, mais c'était ma réaction. merci. Est-ce que quelqu'un veut pas prendre parole à la suite? Alors, bon, notre temps. Merci. Bonne soirée. Merci. Je regrette vraiment de ne pas rester. Ah, Très merci. intéressant, mais Oui. je peux pas. Bon, on va- Merci à vous. Alors effectivement, je suis extrêmement impressionnée par la gravité du sujet, je dirais, parce que la question que je me pose de l'extérieur, c'est que après toutes ces recherches très approfondies que vous faites tous les deux d'ailleurs, quelle est l'incidence qu'il peut y avoir directement sur le corps professoral? Est-ce qu'il profite de vos réflexions, de vos approfondissements, de tout ce que vous mettez en place comme technique, justement, de connaissances, une certaine convivialité que vous nous faites découvrir justement dans cette planète de l'enseignement? Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien pris en compte par vos éditions, par votre enseignement? Et qu'est-ce qui va se passer dans l'éducation nationale qui, malheureusement, n'est pas toujours... Enfin, il y a beaucoup de choses que nous entendons de l'extérieur qui ne sont pas très heureuses. Enfin, on sent bien qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Alors, comment ça se passe à partir de vos éditions, de vos réflexions, de votre travail incroyable que vous faites? Merci. Merci. Bon, je vais répondre, mais je vais répondre en te citant. Christian Verrier, ici présent, si je me souviens bien, une fois, tu as dit une phrase qui ressemblait à une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. C'est possible que ça te rappelle quelque chose ou pas? Bon, il faut que je vérifie mes sources parce que je comptais le mettre dans le prochain bouquin, justement. C'est vrai que quand on est sur ce qui va rappeler des questions vives ou nouvelles, dans notre jargon, ça veut dire des choses un peu polémiques. Et c'est vrai que tu prenais, je crois, l'exemple du spirituel qui est beaucoup développé à la fin du livre. C'est très polémique, surtout chez nous, où la laïcité mal comprise confond le religieux et le spirituel, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sphères géographiques ou linguistiques. Euh, du fait de cette liberté de recherche qui est garantie par le Code de l'éducation sous le titre de liberté académique dans le supérieur, nous avons en principe une entière liberté de choix des sujets que nous souhaitons investiguer. Mais pour répondre précisément à ta question, il n'y a aucun effet cliqué automatique entre la production des savoirs issus de la recherche et leur intégration dans les cursus scolaires, les curricula ou les programmes. Voilà. Et ça, ce sont des dimensions beaucoup plus poétiques. Il y a une sorte d'étanchéité parfaite entre le monde des chercheurs qui vont produire des choses soit issues de la commande publique, parce qu'en fait, on va de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire que l'Europe, l'enseignement supérieur, la recherche, tel ministère va débloquer des dizaines, parfois de milliers d'euros, mais des fois des centaines de millions d'euros sur un sujet, l'intelligence artificielle, par exemple, parce que soit c'est à la mode, soit on en espère des choses. Et donc, les équipes, parce que maintenant c'est surtout du travail par équipe, vont proposer des projets. Par exemple, l'Agence nationale de la recherche, qu'on appelle l'ANR, publie plusieurs fois par an des appels à projets, dont seulement 4% des dossiers déposés seront retenus et financés. Donc voilà encore une activité totalement bénévole d'un chercheur, d'une équipe de chercheurs qui vont pendant des jours, des semaines trimer pour répondre à un projet avec zéro garantie que à la fin ça aboutisse. Et même si ça aboutissait,
le produit de la recherche, ce serait une dimension politique pour l'utiliser, la réinvestir ou pas, selon les rapports de force du moment, tout simplement. Donc non, malheureusement, il n'y a pas d'institution automatique. Alors, il se trouve que dans mon parcours de chercheur, comme je viens des nouvelles technologies, j'ai par 2 fois été assez précurseur à quelques années près sur mes travaux qui ensuite ont été repris par l'éducation nationale. Donc, je pense notamment à des grilles de compétences et de savoir-faire en matière d'usage de produits électroniques dans un cadre éducatif. J'ai travaillé vers les années 2000 là-dessus, à l'issue de ma thèse en 97, et vers 2005-2006, il y a eu au niveau national un premier éventail de compétences dans lesquelles on retrouvait certaines que j'avais dégrossies à l'époque. Mais ça veut dire que ces personnes-là auraient pu, a priori, elles sont reparties de zéro. Alors, il y a aussi une énorme déperdition. C'est-à-dire qu'avec 6 ouvrages par heure, je sais plus ce que tu disais, enfin, à peu près tous les 2 ans, on a un doublement de la somme des savoirs. Ce qui fait que rien que de se tenir au courant de ce qui se passe sur votre micro-secteur de recherche, vous pouvez passer 100% de votre temps là-dessus et encore louper quelque chose. Et du coup, il n'y a plus rien de temps pour que vous-même, vous puissiez être créatif sur le domaine qui vous intéresse. Et quand en plus on élargit ça en dehors de la sphère francophone, c'est encore pire, évidemment. Donc, au bout d'un moment, on peut avoir l'impression d'un manque de capitalisation, de thésaurisation qui fait qu'on va passer notre temps à réinventer le fil à couper l'eau chaude, en quelque sorte. Et quand ceci est fait pour passer en plus au niveau d'une mise en œuvre généralisée, c'est encore un autre abîme. Donc là, il y aurait certainement des procédures, des instances, des règles à formaliser et à mettre en place, non pas pour que tout passe automatiquement du produit de la recherche à son utilisation, c'est impossible parce qu'on est en temps contraint, mais au moins une optimisation ou un avancement raisonné. Effectivement, ce serait un beau programme politique parce que c'est du politique en réalité. Merci. Monsieur, vous avez déjà eu la parole, je crois. J'ai envie de dire chiche. Juste quand tu as pris la parole en écho à ton voisin, m'est venue à l'esprit cette notion, le devoir d'irrespect. Je pense que si c'est bien fait, ça peut le faire. C'est juste un mot, devoir d'irrespect. Je ne veux pas lancer une polémique. Il en faut un peu. Les questions vives sont par nature polémiques. Elles sont vives parce qu'elles viennent nous secouer un peu dans nos certitudes ou nos désirs. D'autres personnes? J'introduirais bien un deuxième mot. Édouard Stack, également auteur. J'introduirais bien un deuxième mot qui est celui de décloisonnement. Ce que je connais de toi dans ton travail de recherche, dans ta démarche pédagogique, comme dans ton animation du CIRET, a pour but de décloisonner. Et c'est une des plus grandes résistances du corps institutionnel français, des politiques aux universitaires, que de refuser de décloisonner et de regarder les choses par tranche. Mais le tout est beaucoup plus que la somme des parties. Et donc, merci pour ton œuvre de décloisonnement fécond, mais qui dérange beaucoup de monde. Il y a beaucoup de lieux de pouvoir qui sont les bunkers, dont l'enseignement de la médecine. Pour vous donner un exemple, pas très loin d'ici, il y a l'Institut sur la respiration avec l'ordre des pneumologues. Eh bien, toutes ces dimensions de l'être révélées par la respiration consciente dans d'autres cultures, c'est complètement ignoré par l'enseignement médical. Et les pneumologues se portent très mal et respirent très mal, par exemple. Merci Edouard. Effectivement, tu mets un point. Pourquoi c'est tellement difficile de décloisonner? C'est que nos disciplines académiques se sont construites en silos bien étanches où chacun a essayé de
préserver un petit terrain de pouvoir, hein, en s'isolant au maximum et en rejetant les autres. Et la démarche transdisciplinaire, dont font partie la complexité, vise justement à décloisonner tout ça. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés. Régulièrement, moi, je dépose des projets pour créer des labos transdisciplinaires ou initier des recherches académiques transdisciplinaires qui ne sont pas retenus. Et c'est pour ça qu'on travaille dans le cadre de sociétés savantes indépendantes, dans des réseaux informels, semi-formels. Et heureusement, on est très, très nombreux. J'ai la joie d'avoir la vice-présidente du CIRED ce soir parmi nous, Bénédicte Letellier, et sa charmante fille dans l'auditoire. Et en ligne, là, nous avons de nombreux membres que je ne vais pas tous citer. Et nous travaillons donc tous bénévolement, hein, une fois de plus, mais parce qu'on se fait une idée d'un bien commun et d'une mise au service, j'allais dire de l'humanité. Hein. On vise peut-être très très haut d'un seul coup, il y a des stades et des paliers, mais c'est sûr que la transdisciplinarité et tout ce qui est de l'ordre du trans, hein, psychologie transpersonnelle et tout, nous est un peu une échelle, une voie pour nous sortir de nous-mêmes, de notre petit moi, et de prendre en compte les collectifs. Voilà. Et après, tu as donné des exemples dans la santé, effectivement. Donc, marier les savoirs, les connaissances du monde médical des sociétés dites avancées avec tous les savoirs aborigènes et traditionnels, c'est ce que nous souhaitons faire. Alors, je suis désolé, je ne prendrai pas de collègues à distance parce qu'on a on a des problèmes de micro et d'autres choses, mais j'encouragerais tous ceux qui auront envie de poursuivre ce type de discussion, de me contacter. Par exemple, nous avons une liste de diffusion avec plus de 350 personnes inscrites au niveau du monde entier, depuis le Canada jusqu'au Japon, en passant par l'Afrique et d'autres sous-continents, pour pouvoir poursuivre tout cela. Euh, Déjà 20h11, on peut prendre encore quelques interventions ici, s'il y a des personnes qui ont envie de témoigner ou de poser des questions. Oui, Myriam, une copine de chant. Alors moi, je suis pas du tout universitaire. Je suis à l'autre bout du circuit. Je suis retraitée, mais j'étais professeure et j'étais pas comme tout le monde parce que je faisais faire du théâtre improvisé, parce qu'il fallait dessiner, il fallait tenir compte du personnel qui était là. C'était la bonne époque où on avait des sixièmes qui avaient 6 heures de cours. Attends, 18, ça fait 9. Oui, qui avait 3 heures de cours en classe entière et 3 heures de cours en atelier. Donc, il y avait du travail personnalisé qui n'existe plus du tout autant. Voilà. Et quand j'ai lu ton livre, j'étais un peu dépassée, hein, je dois dire. Mais en même temps, j'ai dit, enfin, il y a des gens qui veulent faire du transversal, qui ne sont pas dans le couloir, quoi. Et voilà, ça suffit. Merci. Merci pour ton témoignage. J'ai tendance à penser, puisque l'école profonde, que ce soit dans l'institution universitaire ou que ce soit hors institution, dans l'institution informelle, on va dire, toutes les innovations, même celles qui échouent, ne sont pas vaines. Parce que même une innovation qui échoue, que l'on tente pendant une année, pendant un semestre à l'université, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça a été tenté. Des gens ont été touchés. Peut-être très peu, peut-être 5, 6 personnes, peut-être 100, si les choses vont mieux quantitativement. Mais le fait que ce petit noyau de personnes a été touché, il en restera quelque chose dans leur vie qui, à nouveau, aura, à une occasion ou une autre occasion, la possibilité de se déployer, de rayonner en quelque sorte. Il n'y a rien de pire que la sclérose.
il y a un lien que la sclérose, quelque chose qui nous bloque. Euh, toute source d'innovation est mieux de novation, donc encore, hein, puisque innover, c'est faire du nouveau dans le in, quelque chose qui est déjà là, en quelque sorte, pour oser raisonner. Mais ce que la novation, c'est vraiment apporter quelque chose qui n'existait pas auparavant. Vous voyez et donc, moi, j'ai tendance à penser, mais je suis peut-être trop optimiste, qu'il en reste forcément quelque chose, même si c'est très humble. Je vais passer la parole à Bénédicte Letellier. J'ai réussi à activer le chat. Donc, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez utiliser, si vous voulez, la fonction discuter. Si vous voulez dire quelque chose, vous posez une question. Bénédicte. Alors, j'avais pas prévu de dire quelque chose, mais un mot m'est venu dans l'espace, temps. C'est funambule, en fait. C'est-à-dire que ce que je perçois de Florent, depuis que je le connais, donc depuis que je suis vice-présidente, c'est ce funambulisme qui est caractéristique du métier, dans le sens où il faut avancer, c'est le progrès, la progression des recherches, et c'est le progrès qu'on attend en termes très concrets quand on a des financements, et en même temps l'équilibre, parce que si on n'avance pas, eh bien on tombe comme à vélo, et si on avance trop vite, eh bien, on peut se prendre un mur quand même ou faire des accidents. Et cet équilibre est très, très, très complexe. Mais j'ai envie de dire que pour moi, et depuis toujours, le chercheur, et Florent en est un bon exemple parmi mon entourage, dans mon entourage, le chercheur est une figure qui n'est pas propre au métier juste de chercheur. J'ai envie de dire que tout le monde peut, même si ça peut paraître compliqué, comme vous en avez fait le témoignage à l'instant, ou abstrait, de comprendre ce qu'est le métier. Je pense que nous sommes tous un peu chercheurs et curieux, même si on a peur et qu'on ne veut pas voir, ou même si on ne veut pas chercher, on y est plus ou moins amené à un moment donné, et que à ce moment-là, quand on cherche pour soi-même ou pour tout le monde, c'est l'équilibre qui est requis et qui est vraiment très complexe à trouver pour chacun de nous, et un équilibre qui ne dépend pas que de nous. Et chez Florent, je me souviens que notre, équilibre au CIRET, notamment, et qui témoigne à la fois de cette ouverture et de tout le travail, il est évidemment très difficile, parce qu'on se demande à quoi ça va servir vraiment, en fait. Et donc, quand on roule, on ne sait pas à quoi ça sert, parce qu'on ne peut pas s'arrêter et se regarder et se dire, ah oui, c'est bien, je roule. On est obligé d'avancer sans regarder, en fait. Donc, c'est pour moi caractéristique de ce que je vois chez toi, ce funambulisme, et en même temps de tout chercheur. Merci. Merci. Alors, Édith Planche en ligne. Je rajouterai aussi le mot indiscipline. Indiscipline. Et par ailleurs, j'ai beaucoup aimé le passage du livre lisible sur Internet sur le thème du je, sujet très important, essentiel. Enfin, effectivement, tu en parlais au début, comment se raconter. Ce sont les quelques pages gratuites du livre sur le site de l'éditeur L'Harmattan que je vous encourage. Alors, deux personnes. Et un autre message, pardon. J'ai relevé le mot frottement, frein, dit Mariana Thierot, liberté académique, effectivement. Alors, je passe à un jeune chercheur très prometteur, Basseli Yorobi, qui travaille dans la cybersécurité. Exactement. Donc, merci beaucoup pour la parole. Moi, aussi, un mot que je voulais partager avec l'auditoire concernant l'auteur, M. Pasquier, c'est curation. En 2 ans de relation avec M. Pasquier, ce que je retiens de lui, c'est sa capacité à traiter des gros volumes d'informations, limite comme un supercalculateur, parce que vu le volume de quantité, je pense qu'on est quasiment à près de 3000 mails échangés depuis qu'on se connaît. Et M. Pasquier a cette capacité de traiter l'information de manière très rapide et visuelle. Et je pense que pour faire le lien avec l'éducation, si on arrive bientôt à l'ère du 22e siècle, parce qu'on est entre le 21e et le 22e siècle, c'est cette curation-là, avec l'infobésité, c'est-à-dire les IA qui nous génèrent de l'information, le nombre de pseudo-médias, d'influenceurs, tout ça, qui créent du contenu, et même aussi qu'aujourd'hui, les IA vont créer des influenceurs. On arrive à un monde où il y a
tellement d'infos à traiter et je pense que les compétences qu'on devrait être, en tout cas promulguer aux jeunes générations, c'est la curation de l'information. Donc, j'aimerais bien que, à travers ce livre, que M. Pasquier puisse transmettre ce savoir de curation de l'information, parce que pour moi, M. Pasquier est un super calculateur vivant et j'ai encore du mal à pouvoir assimiler autant d'informations que M. Pasquier. J'espère un jour avoir ce don de curation de l'information. Merci Bassili. Et encore, tu tiens pas en compte les centaines de WhatsApp, les autres signals qui nous réunissent. Mais tu sais que c'est pour ça que j'écris tout, hein, parce que sinon, voilà, le supercalculateur, il a des teraflops et il fait flop à la fin. Donc, voilà. Encore quelques... Oui. On a combien de temps avant de devoir fermer la salle? Bon, bah écoutez, on va donc arrêter pour se diriger vers le buffet. C'est un peu brutal. Je remercie tout le monde. Je vous remercie beaucoup les présents. Alors, quelqu'un a mis en ligne un site vers tous citoyens chercheurs. Bravo, tous citoyens chercheurs. Je crois que ça résume très bien les deux dernières interventions, Bénédicte et Basseli. Chercheur, c'est pas du tout un précaré. On est celui qui veut être chercheur, quel que soit son cursus, là où il en est, etc. C'est la curiosité, tu l'as dit, le moteur du chercheur. C'est le fait de se dire, tiens, il y a un truc là, ça m'interpelle. Et c'est à chacun de décider, effectivement, d'y aller ou pas. Et puis, voilà, dans ce même contexte, alors je lis, hein, on pourra aussi évoquer les réseaux d'échange réciproque de savoir, tout à fait. Les réseaux de l'Université de la pluralité. Merci donc à MacBook Pro-GG pour ces interventions-là. Chers amis à distance, merci de votre présence. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et chers amis présents dans la salle, merci de votre participation, de votre implication, comme je l'avais souhaité au début. Merci Christian énormément d'avoir été là. Merci Alain Matan. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour mes prochains livres.